tous et à toutes. J'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez correctement. Bienvenue dans cette webconférence qui aujourd'hui porte sur l'éducation positive et les enfants expatriés. Pour ceux qui n'auraient jamais participé, j'explique un peu le fonctionnement. Donc, on a Adélaïde qui est avec nous, qui fait partie du réseau Telmed, qui est psychologue clinicienne, qui va nous parler des derniers outils inspirés des neurosciences que vous pouvez introduire dans la vie de vos enfants, qui, on le sait, font face à des challenges particuliers en tant qu'expatriés, en ce qui concerne notamment l'adaptation et le changement d'environnement. Donc, avant de donner la parole à Adélaïde, sachez que vous pouvez, au long de son intervention, poser vos questions et réagir via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Ces questions, moi, je les compile et à la fin, je les poserai à Adélaïde en direct. Voilà. Donc, je me présente moi-même. Je suis Émilie. Je travaille pour une société qui s'appelle Etelmed, qui est une société française qui propose en fait à des personnes, souvent expatriées, de pouvoir consulter un psychologue, mais aussi des orthophonistes, des médecins généralistes dans leur propre langue, maternelle. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça et on a à cœur d'accompagner au mieux les familles d'expatriés pour que cette expérience qui est parfois challengeante se passe pour le mieux pour chaque membre de la famille. Voilà, je vais disparaître et laisser la parole à Adélaïde. Je reviendrai en fin de présentation. Voilà. À toi, Adélaïde. Écoutez, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors, je suis Adélaïde Russel, je suis psychologue et j'ai vécu pendant 18 ans en famille sur un mode expatrié, nomade, où on changeait de pays tous les 2-3 ans. Et puis, depuis 2 ans maintenant, nous avons décidé et fait le choix de rentrer en France pour une vie sédentaire. Et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille et dans un cabinet en local sur la région toulousaine et avec Etelmed, avec qui je travaille depuis 6 ans et je continue d'accompagner les familles expatriées. Voilà, donc écoutez, on y va, on démarre et puis on va passer ensemble une bonne heure sur ce thème ensemble de l'éducation bienveillante, positive, non violente autour de nos enfants expats. Alors, en tant que parents, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et parfois on fait ce qu'il faut et d'autres fois on se trompe. Alors, l'essentiel, c'est qu'avec le temps, les enfants comprennent combien les parents ont voulu faire le mieux possible tout en étant limités par leur humanité, limités dans leur capacité humaine. Alors, offrir une vie la meilleure possible pour ces enfants, concernant leur épanouissement, leur bien-être, leur réalisation, c'est le but ultime de l'éducation. Mais le chemin pour y arriver va être de les aider à développer leurs propres capacités à eux. Et plus que d'autres, parfois, les enfants expatriés, ou bien ceux aussi qui sont de retour en France après un bon moment vécu à l'étranger, ont à faire face à divers défis. Et c'est-à-dire, ils ont à gérer des changements récurrents avec un quotidien qui leur demande des ajustements, des allers-retours entre des mondes différents. Alors donc, les moments de stress, d'anxiété, de conflit avec de la colère, de la tristesse surgissent inéluctablement. Et c'est nous, parents, qui sommes les premières surfaces de projection, qui sommes les vraiment récepteurs et écrans de projection de leurs frustrations, de leurs difficultés, de leurs malaises avec lesquels ils se débattent. Alors les tensions peuvent surgir au niveau émotionnel, donc dans leur monde interne, dans leur relation avec les autres ou encore avec l'institution scolaire dans laquelle ils passent souvent beaucoup de temps. Voilà, voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Alors, non seulement pour dépasser les souffrances ou les conflits, mais surtout pour guider les enfants à comprendre ce qu'il se joue en eux et comment trouver par eux-mêmes des solutions à leurs soucis. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir profiter de toute situation, aussi désagréable, inconfortable ou douloureuse soit-elle, pour apprendre sur soi, sur les autres, sur son environnement de vie, sur ce qui nous entoure, sur tous ces contextes variés dans lesquels nous évoluons au cours d'une journée. Et une situation perçue, par exemple, comme un échec ou un conflit qui n'est pas résolu, ou bien la traversée d'une crise, sont à chaque fois en fait des opportunités de croissance pour mieux se connaître, pour changer son point de vue et pour se lier aux autres.
Et avec cette lecture de la vie, finalement, on s'ennuie jamais. On est toujours occupé à apprendre, à progresser, aussi dur que ça soit parfois. Voilà, en fait, un grand objectif de l'éducation, c'est bien de développer les ressources de son enfant pour qu'il se sente capable, réellement compétent pour diriger sa vie à lui dans la direction qu'il souhaite lui donner. Et bien sûr, idéalement, dans une dynamique constructive qui permet d'éclairer et de faire grandir toutes ses qualités. Mais il a aussi à construire sa propre sécurité intérieure en nourrissant une bienveillante présence à soi. Donc, ce sont toutes ces graines, en fait, de développement personnel, de résilience qu'on essaye de planter durant l'enfance. Et puis, c'est une dynamique à poursuivre durant le grand chamboulement de l'adolescence. Voilà. Et chez les enfants expats, ils vont vivre dans le quotidien avec vraiment, en éclairant plusieurs identités en eux, identités culturelles. Du coup, leurs possibilités de s'épanouir sont décuplées, mais ils ont à gérer autant de possibilités que de défis et de complications, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc voilà, donc je vous propose d'aborder divers outils concrets et pragmatiques que vous pourrez appliquer sur vous si vous le souhaitez d'abord, et puis ensuite les expliquer et les pratiquer avec vos enfants. Et ces 4 outils on va se focaliser sur le fait d'apprendre à identifier ses émotions, à jongler avec ses pensées, à s'approprier sa vie et enfin à nourrir sa confiance. Alors, je vais passer des slides. Il y en a très peu, il y en a 4 qui reprennent à chaque fois les thématiques les plus importantes. Donc, je vous les mets bien en avant pour que vous ayez le temps de les regarder ou de les photographier si vous le souhaitez. Donc, on va commencer par apprendre à identifier ses émotions. Donc, une émotion, c'est une réaction physiologique et spontanée, soit à une situation, soit à un événement, soit à une pensée. Elle va durer de quelques secondes à quelques minutes, ça passe très vite. Donc, il y en a 4 principales. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur, et puis ensuite, il y en a plein d'autres qui vont se rajouter, le dégoût, la surprise, la honte, etc. Un sentiment, c'est autre chose. Un sentiment, c'est un état affectif d'ordre psychologique. C'est une construction mentale. Il est plus durable et il va évoluer dans le temps parce qu'il va être généré par le dialogue intérieur et les relations avec autrui. Donc, il y a par exemple l'amour, la nostalgie, etc. Aider l'enfant à comprendre qu'il y a plein d'émotions qui vont nous traverser dans une journée, c'est le guider pour qu'il puisse les identifier, les accueillir et les laisser le traverser, puis les relâcher pour passer à autre chose. Et vous voyez là, tout ça, c'est un peu la méthode de la pleine conscience qu'on va aborder ensuite, plus centrée sur les pensées, mais c'est la même chose qu'il faut pratiquer avec ses émotions. Alors, par exemple, à chaque fois qu'il y a une émotion, aussi, il y a un besoin derrière. Et effectivement, si on prend par exemple la peur, la peur, elle est peut-être souvent générée par l'inconnu. Et dans ce cas, le besoin, ça va être souvent d'avoir besoin d'avoir des informations, de savoir, de pouvoir prévoir. Dans l'émotion de la joie, il y a souvent ce besoin d'aller vers l'autre de façon légère et pétillante pour partager ce sentiment léger de réalisation, d'épanouissement. Dans la colère, il y a le besoin souvent d'être compris, de pouvoir rééquilibrer les choses dans le sens d'un besoin qui est important pour soi. Donc, il y a souvent une tonalité de justice qui va émerger. Et enfin, l'émotion de tristesse, elle est activée en situation de perte. Et le besoin de réconfort est très présent. Je voulais juste mentionner très rapidement une étude qui a été partagée de façon assez récente, qui a été faite à l'université de Rochester aux États-Unis, à New York, et guidée par Lisa Starr. Et en fait, avec ses collègues, ils ont pointé la capacité à identifier ses propres émotions négatives qui, de façon plutôt fine et détaillée, qui vont énormément aider les jeunes à faire face aux situations difficiles. Donc, ils ont pu faire ça avec des adolescents. Ils ont eu à peu près 200 adolescents autour de 16 ans à qui ils ont fait écrire de façon détaillée à chaque fois qu'ils ressentaient une émotion et notamment une émotion négative.
Et de façon générale, ceux qui décrivaient le mieux leurs émotions négatives et positives étaient moins touchés par la dépression. Parce qu'en fait, au quotidien, leur humeur était moins affectée par les petits tracas, les petits soucis qu'ils rencontraient. Et surtout, ils faisaient preuve d'une résilience supérieure. Lorsqu'ils rencontraient des difficultés importantes, ils présentaient ensuite moins de symptômes dépressifs parce que quand ils disaient « je me sens mal », c'est difficile à identifier, mais lorsqu'ils étaient capables de préciser s'ils éprouvaient de la frustration, de la honte, de la colère, et après, si on rentre de façon encore plus détaillée, on peut prendre le dégradé émotionnel. Par exemple, dans la colère, l'intensité monte entre la contrariété, l'agacement, l'irritation, l'exaspération, la fureur et jusqu'au plus extrême, la rage. Et lorsqu'ils étaient capables de faire ça, ils arrivaient à beaucoup mieux gérer leurs émotions négatives. Donc, en termes d'outils, vous voyez, à chaque fois, il y a des outils. Vous pouvez aller avec vos enfants, soit rechercher sur Internet une roue des émotions, un tableau des émotions, à l'accrocher à hauteur de vue, dans un couloir, dans la chambre de l'enfant, dans la cuisine, etc. Vous créez avec lui un tableau coloré qu'il va pouvoir s'approprier. Voilà, vous pouvez aussi pratiquer le stop dans le moment présent. Quand vous sentez votre enfant un peu débordé par quelque chose, vous pouvez lui dire attends, stop, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu ressens ici et maintenant? Est-ce que tu peux me dire? Et enfin, on peut partir ensemble à la quête du besoin qui est à combler et qui est recherché derrière l'émotion qui s'exprime. Donc, à la fin vous verrez, il y a un petit un slide de bibliographie, mais je vous invite vraiment à regarder tous les sites internet, tous les petits cahiers, tous les livres qui sont proposés de nos jours sur ces thèmes-là. Il y a énormément de choses et c'est très inspirant et ça guide beaucoup. Voilà, donc lorsque l'enfant saisit bien que le passage d'une émotion ne va pas durer, qu'il est capable de l'identifier, il en est conscient, il est éveillé, il est connecté avec lui-même. Et en fait, il va gagner en liberté parce qu'il n'en est plus prisonnier, il n'est plus coincé là-dedans, il sait qu'elle va passer et qu'elle va être remplacée par une autre émotion et que la journée va s'enchaîner comme ça, à passer d'une émotion à une autre et qu'il progresse dans son quotidien ainsi. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la deuxième dynamique que l'on peut éveiller chez notre enfant, qui est le fait de jongler avec ses pensées. Donc, une pensée, c'est une activité cognitive, c'est une représentation mentale qui se crée dans le cerveau. Et les pensées, elles sont neutres ou bien elles peuvent être avec d'autres colorations émotionnelles beaucoup plus chargées, positives ou négatives. Alors, être conscient de ces pensées et les guider, ça s'apprend à tous les âges. Et c'est effectivement la méthode de pleine conscience qui nous y amène beaucoup et qui peut vraiment nous aider dans la réalité, dans le quotidien. Donc, elle est inspirée du bouddhisme, elle est pratiquée au niveau purement cognitif pour aider à rester le maître de ses pensées. C'est l'idée de bien faire la différence entre le monde réel et le monde des pensées en apprenant à se distancier de ses pensées, tel un observateur extérieur, notamment en utilisant la parole pour faire sortir de soi ces pensées qui, quand elles sont négatives, nous encombrent. Donc, si on prend la dynamique des pensées négatives, on peut expliquer à notre enfant que, tu sais, les pensées négatives, c'est comme des paquets d'énergie qui veulent à tout prix prendre la place dans ta tête, qui ont envie d'y rester, qui ont envie de faire leur place, qui ont envie que tu les rumines, que tu les ressasses et qui veulent te prendre de l'énergie pour vivre leur vie de pensée négative. Donc, en fait, c'est pas du tout ce qui est dans ton intérêt, ce qui est bon pour toi. Et du coup, on peut dire quelques pistes à nos enfants pour les aider à dépasser ça. Et là, je me suis inspirée de ce livre très bien fait d'Eileen Snell, Calme et attentive comme une grenouille. Vous retrouverez son livre, des cahiers d'exercices, différentes vidéos sur la toile aussi, sur Internet, qui vous permettent de pratiquer ça avec vos enfants. Et vous pouvez dire à votre enfant, par exemple, il ne faut pas croire toutes tes pensées, et spécialement les négatives. Et par exemple, l'idée « je n'y arriverai pas », mais c'est pas vrai. On peut lui dire aussi, tu sais, tu n'es pas tes pensées, je ne suis pas mes pensées. Par exemple, quand je pense, je ne suis pas assez intelligent, ça c'est une idée, ce n'est pas moi. On peut dire aussi,
le fait de dire sa pensée, ça va aider à la mettre hors de soi, à s'en éloigner, à ne pas la confondre avec elle. Si on pense, par exemple, je suis nulle, une fois que je l'ai dit, je me trouve avec le mot nul en dehors de moi. Et il y a un détachement et une distance qui a déjà eu lieu. Et enfin, je peux me distancier de mes pensées et les observer sans les prendre au sérieux. Et du coup, elles vont s'estomper comme la flamme d'une bougie qui ne reçoit plus d'oxygène, comme les émotions aussi qui vont nous traverser et qui vont repartir. Donc, je vois qu'il y a une participante qui propose un livre, La couleur des émotions de Anna Yenas. C'est super, merci. Voilà. Et une autre dynamique avec les pensées positives. Le monde des pensées peut aussi s'avérer une ressource en fait. Par exemple, on peut laisser les enfants s'ennuyer lors de moments de pause sans qu'ils aient besoin d'être en permanence dans le faire, dans la surstimulation, dans l'excitation. Ils peuvent alors, lors de ces moments de calme, être davantage conscients, à l'écoute de ce qui se passe en eux, de ce qui les entoure. Ça peut leur laisser aussi un espace dans leur intimité à eux ou nourrir le rêve dans un dialogue intérieur constructif. Donc, on peut les inviter à penser aux personnes, aux lieux qu'ils ont laissés, à nourrir des dialogues intérieurs apaisants et réconfortants avec telle ou telle personne qui compte pour eux, faire vivre en eux des liens affectifs entre diverses amis, personnes de la famille, etc. Ils peuvent aussi, dans ces moments-là de pause et de rêve, se projeter dans le futur, dans ce qu'ils aimeraient être ou faire, s'autoriser à faire vivre en eux une dynamique teintée de créativité, d'imaginaire. On peut leur dire tout simplement, tu sais que tu as le droit, tu peux te créer dans ta tête tout un petit monde intérieur qui est fait des gens, des lieux, des histoires, des aventures, qui n'est rien qu'à toi et que tu peux retrouver quand tu as besoin de calme ou de réconfort, par exemple au cours d'une pause dans une journée ou bien le soir avant de t'endormir. Et cet espace psychique sera investi tel le jardin secret qui est décrit dans le livre Élise, 7 ans expatriée, qui est un espace dans lequel puiser de l'affection, des projets. Et en plus, à ce moment-là, l'enfant va être en pleine sécrétion d'hormones de l'attachement, l'ocytocine, cette hormone qui apaise et qui fait du bien, qui permet de se sentir relié, même si c'est à travers des pensées dans sa tête qui font du bien. Alors, j'ai mis en outil aussi les 4 accords Toltec. Il y a Olivier Clerc qui a écrit un livre adapté pour les enfants. Il y a cette vidéo qui est très bien faite, que vous pourrez retrouver, qui s'appelle la vidéo de la chevalerie relationnelle, qui illustre ces 4 accords Toltec, c'est-à-dire ce sont 4 grands principes de liberté intérieure, écrits par un chaman Ruiz Manuel, et qui permet à l'enfant de déconstruire des fausses croyances, des fausses pensées, et lui apprendre, par exemple, à distinguer entre ce qui est observable, les faits, et ce qui est un jugement ou une évaluation, ma lecture des faits. Donc, c'est un outil à regarder et à creuser avec vos enfants qui est vraiment très, très sympa. Voilà, donc on va continuer. Donc, en fait, une fois que notre enfant arrive à être chaque jour davantage conscient de ses émotions, de ses sentiments, de ses pensées, alors il va être prêt à se sentir totalement acteur de sa vie. Et ça, c'est la 3e dynamique, s'approprier sa vie. Et cette dynamique, elle est instillée avec notre enfant le plus tôt possible. C'est vraiment fantastique, même un tout petit bébé. On peut commencer à l'initier à ça, à lui faire comprendre que ce qu'il est en train de vivre, ça lui appartient, c'est à lui. Et l'aider à réaliser, en fait, qu'il n'y a que lui qui peut vivre sa vie. Et en fait, vous pouvez donc l'aider à comprendre. S'approprier sa vie, ça veut dire s'auto-réguler et être capable de résoudre ses problèmes à soi. Parce qu'en fait, il va comprendre qu'il peut vivre sa vie à lui et qu'il a un contrôle, un impact sur ce qui se passe directement dans son monde par les choix qu'il va faire. Donc, on va aborder l'autorégulation. C'est quelque chose auquel inviter nos enfants et c'est un outil qui est assez puissant, assez intéressant. En situation de nouveauté, par exemple, alors ça arrive régulièrement au cours des débuts d'expatriation quand on arrive dans une nouvelle école. En situation de nouveauté, il est possible d'être submergé par un très, très grand stress. Alors, il y a l'angoisse de l'inconnu et il y a en même temps l'excitation face à la nouveauté qui vont s'entrechoquer chez l'enfant. Et imaginez un petit peu le niveau d'alerte d'un enfant qui est plongé en école locale avec une immersion totale. Ça peut être vraiment
hyper déstabilisant. Et imaginez-vous ne rien comprendre autour de soi, ne pas connaître les codes, ne pas connaître les autres élèves, quelle que soit sa sensibilité et ses capacités d'adaptation. L'enfant expatrié dans cette situation de nouveauté doit d'abord arriver à être capable de jongler entre ses émotions et ses pensées pour se calmer. Parce qu'il est totalement en alerte, il est totalement focalisé sur le fait de se protéger. Il va capter ce nouveau monde dans lequel il ne comprend rien comme une menace. Son corps va capter ça au niveau de la neuroception. Et il doit apprendre d'abord à se calmer avant de pouvoir basculer sur les apprentissages. Donc, expliquer à l'enfant l'importance de pouvoir gérer par lui-même certaines émotions et certaines pensées vont le guider ensuite vers des comportements. Et les pensées et les émotions ne sont que différents aspects de soi, éclairés suivant les moments, avec parfois une lumière plus ou moins envahissante, une émotion, une pensée plus ou moins forte. Et ça va être sa responsabilité à lui de guider sa vie vers ce qu'il y a de meilleur pour lui, on le souhaite, pour les autres et pour son environnement. Donc, le plus tôt l'enfant arrive à réaliser la portée de ses actes et se rend compte qu'il y a des conséquences qui découlent de son comportement sur lui-même ou sur autrui ou sur l'environnement, le mieux c'est. Et cet insight ou cette prise de conscience de sa responsabilité, c'est vraiment le début de sa puissance intérieure. Donc, comment développer cet empowerment, cette vraiment connexion avec ses ressources à soi? En fait, l'enfant doit comprendre qu'il a plusieurs outils à sa portée pour s'autoréguler, c'est sa respiration et son cerveau. Alors, au niveau de la respiration, on peut lui dire, tu sais, c'est en toi, c'est gratuit, c'est là, et c'est la meilleure aide que tu peux avoir en permanence à disposition. Donc, on peut pratiquer avec lui régulièrement la respiration qui calme, l'expiration qui détend, les bienfaits des soupirs intenses. Pratiquer les soupirs plusieurs fois par jour, ça fait beaucoup de bien. On lui apprend ainsi à activer sa zone verte. Donc la zone verte, c'est cet espace de connexion à soi lorsqu'on met en lien le corps et le mental. C'est ce calme intérieur qui va permettre de s'instaurer quand on se met en pause apaisante, quand on commence à être à son écoute. Et ça va aider à gérer le stress et quelquefois les réactions débordantes d'impulsivité. Donc, cette zone verte, elle s'active en fait par l'éveil du nerf vague. Vous savez, ce nerf qui part du cou et qui va irriguer tous les organes jusqu'au côlon, jusqu'aux intestins, et qui nous permet en fait de se calmer et de s'activer. Donc, tout ça, c'est la théorie, je vous l'ai marqué, c'est la théorie polyvagale, le mindsight aussi, la roue de la conscience, tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans le livre Le cerveau qui dit oui et le cerveau de votre enfant de Daniel Siegel et Tina Kane. Vous allez retrouver ça sur la toile, c'est très facile. Il y a cette vidéo qui s'intitule « Apprendre l'équilibre émotionnel à nos enfants ». Qui est inspiré du livre Le cerveau qui dit oui, que vous retrouverez sur Internet et le site de l'éditeur. Et en fait, une fois que par la pratique de l'expiration qui met le corps en mode apaisement, repos plus calme, une fois que le corps est apaisé, l'organisme en fait va pouvoir mobiliser d'autres parties du cerveau plus élaborées. Et c'est là on va dire à son enfant, mais tu sais, tu peux utiliser ton cerveau aussi. Et notamment ta capacité à penser. Donc ça va être éclairé par l'aire préfrontale, cette partie devant le cerveau qui est la dernière à maturer. Donc, il finit de maturer à 25 ans. Ça veut dire que nos enfants, chaque jour qui se passe, contribue à faire mûrir cette partie du cerveau qui est la plus immature, mais la plus complexe aussi. C'est l'ère où on pense, où il y a on peut commencer à jongler avec des concepts, on peut commencer aussi à ressentir de l'empathie, de la compassion, à se mettre à la place de l'autre, etc. Et lorsque l'organisme n'est plus en alerte, l'enfant va activer donc cette partie supérieure de son cerveau. Et en fait, il va se rendre compte qu'il peut réfléchir quelquefois avant d'agir. Il peut apprendre à évaluer les conséquences de ses actes, ça c'est la responsabilité. Il peut imaginer le ressenti d'autrui, ça c'est l'empathie et la compassion. Et il peut prendre de meilleures décisions, ça c'est la prise de décision. Par exemple, il peut décider de voir une situation autrement,
différemment de sa première présentation spontanée et freiner son impulsivité par cette mentalisation. D'accord ? Vous allez voir à nouveau dans le livre de Daniel Siegel, Le cerveau de votre enfant, il y a cette vidéo du cerveau dans la main qui illustre très très bien cette capacité de pause, prise de recul et passer à la mentalisation, à l'élaboration visuelle et mentale. Et donc Isabelle Filiosa, qui est en France, a très bien relayé tout ça, l'explique bien dans une vidéo aussi, vous regarderez, c'est vraiment très bien fait et c'est hyper constructif. Voilà, donc s'approprier sa vie, c'est s'autoréguler, mais c'est aussi apprendre à résoudre ses problèmes à soi. Et là, c'est une partie importante, alors qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps, puisque apprendre à résoudre ses problèmes, ça aide en fait à développer le sentiment de collaboration, de coopération et d'avoir le contrôle de sa vie. Et donc ça arrive quand il y a des situations difficiles où nos enfants expats, on sait qu'ils y font face régulièrement. C'est une situation pas facile. Donc ils baignent en fait dans le changement. Dans leur vie, en fait, il y a une répétition, il y a ce pattern qui se répète en permanence du schéma de séparation. Donc, soit ils quittent, soit ils sont quittés. En fait, ils sont aussi très stimulés par divers apprentissages qui demandent des efforts au niveau linguistique, au niveau culturel, où ils doivent décoder énormément de choses, au niveau académique, si le contexte scolaire est élitiste, s'ils sont dans un environnement international ou local. Ensuite, souvent, ils pratiquent de nombreuses activités. Ils évoluent dans des environnements qui demandent des adaptations régulières dans une même journée. Par exemple, soit une école locale avec une autre langue, soit une école internationale, ou soit une école française avec quelquefois une petite communauté qui peut être vécue comme étouffante, notamment dans les grandes classes au niveau du lycée, par exemple. Et puis, il y a aussi la fin de journée avec sa vie de famille et qui a sa propre culture aussi. Donc, en fait, ils jonglent en permanence entre des micro-environnements très, très, très variés. Et ils ont à faire face en permanence à des problèmes, à des soucis, à des tracas. Et ça, c'est la vie. On avance avec, en apprenant à chaque fois de ce que l'on doit dépasser, de pousser nos limites. Alors là, je vais vous parler de l'écoute active, qui permet en fait de régler énormément de choses et notamment d'avancer vers une résolution de problèmes. Donc, tout ça, ça a été développé dans les années 70, donc c'est pas nouveau. Mais plus c'est diffusé, plus c'est connu, mieux c'est pour le bénéfice de l'humanité, j'ai envie de dire. Donc, ça a été systématisé, schématisé, formulé par Thomas Gordon, qui a écrit tous ses livres, Parents efficaces au quotidien, Comment apprendre l'autodiscipline aux enfants, qui a monté les ateliers Gordon aussi. Et ça a été très bien relayé en France, notamment par Isabelle Filiosa, avec ses différents ouvrages et vidéos. Je vous invite à regarder tous les sites, les vidéos possibles que vous trouverez. Donc, l'écoute active, en fait, c'est un style de communication qui invite à faire alliance avec son enfant dans une dynamique de sincérité. Donc, c'est un modèle de la CNV, ce qu'on appelle la communication non violente de Marshall, et qui est basé sur des échanges honnêtes. Et ce n'est pas du tout dans une visée de contrôle ou de manipulation. Et en fait, quand on pratique cette méthode de communication non violente, elle va déboucher sur des échanges teintés de collaboration entre les divers interlocuteurs. Donc, cette écoute active, c'est quoi? C'est une communication basée sur l'attention vraie et sur la reformulation. Elle permet au cours d'échanges verbaux de montrer à l'enfant que l'on s'intéresse à ce qu'il ressent, qu'il est compris, mais qu'il est aussi accepté dans ce qu'il vit. Donc, il s'agit de capter le message latent, qui est le ressenti affectif, caché sous le message manifeste, ce qui est manifesté ou ce qui est dit verbalisé. Il faut, par la reformulation, on va montrer à l'enfant qu'on a saisi le contenu émotionnel de ce qu'il exprime, de son message. Par exemple, un exemple tout simple, mon enfant court et tombe, il s'égratigne le genou, il se met à pleurer. Et au lieu de nier le ressenti et de dire « bon, ben, ça va, c'est rien, allez, relève-toi et repars », en fait, il faut juste poser les mots suivants. Par exemple, « oh, ben dis donc, t'as été surpris, je t'attendais pas à être déséquilibré comme ça, et t'as eu peur ?» Et ces mots-là vont aider l'enfant à se sentir compris dans ce qu'il vit réellement et ça va l'aider à décharger l'émotion ressentie. Il peut pleurer un bon coup,
accepté dans ce qu'il ressent et il sait que celle-ci va passer. Une fois qu'il a été bien compris, bien accepté, ça passe. Et en fait, c'est possible qu'il reparte de lui-même en se sentant prêt à passer à autre chose, validé dans son vécu émotionnel. Bon, ben, il va se dire, ben, j'ai bien eu peur, mais maintenant, hop, je repars jouer. Et en fait, ces échanges authentiques, ils vont permettre non seulement de débloquer des situations, mais aussi de faire progresser son enfant dans la connaissance de lui-même. Et en fait, en apprenant à être à son écoute à lui, il va décrypter son ressenti et il va pouvoir petit à petit se sentir capable de faire face et de résoudre ses propres difficultés en trouvant des propositions et des solutions. Et lors d'un conflit, un autre point avant de passer directement à la résolution de problèmes, il y a dans la communication non violente et tout ce qui nous invite à échanger avec nos enfants, il y a l'utilisation du message « je ». C'est un autre outil de la CNV qui permet d'exprimer son besoin. Et en fait, c'est un très bon départ pour une résolution de problème. Donc, émettre un message « je », ça va demander en premier lieu d'identifier ce que l'on ressent face au comportement de l'autre. Il s'agit d'être à l'écoute en moi de mes valeurs, de mes émotions et de reformuler ce ressenti et ainsi de m'affirmer. En fait, c'est exigeant parce que cette expression de message « je ressens que, je pense que » oblige à prendre la responsabilité de ses besoins et de ses sentiments. Et ainsi, je fais passer clairement mon message en partant de moi et en étant assertif, c'est-à-dire sans juger, sans attaquer l'autre, sans être victime. Et en fait, dans ce cas-là, j'ouvre la porte à plus de paroles. Et le message « je », ça permet d'éliminer le « tu qui tue » accusateur et qui bloque complètement la communication. En fait, il va donner envie à l'interlocuteur de collaborer car il ouvre une zone de parole. Et donc, face à une situation conflictuelle ou difficile que traverse l'enfant, il faut arriver à se demander qui va pouvoir la résoudre. Qui va pouvoir la résoudre. Pour cela, il est important de rechercher à qui incombe de trouver des solutions. Donc, qui est en charge du problème. Donc, il faut poser clairement la question. À qui appartient ce problème? Appartient-il à l'enfant, aux parents, à la relation ou aux deux? Qui doit être proactif dans la proposition de solutions à essayer? Alors, est-ce que c'est mon problème en tant que parent? Alors, j'exprime mon besoin par un message « je ». Est-ce que c'est le problème de mon enfant? Alors, je me mets à l'écoute et je l'implique dans la recherche de solutions. Donc, dans le livre d'Isabelle Filosa, j'ai tout essayé. Il y a plein d'exemples, des images, des dessins. Vous verrez, c'est très explicite. Si c'est mon enfant à qui appartient le problème, est-ce qu'il peut être force de proposition pour suggérer des idées d'arrangement, valider ensuite? Et dans ce cas-là, nous sommes vraiment à égalité, collaborateurs, pour régler la situation. Avec une personne qui est plutôt force de proposition, dans une position d'acteur proactif et qui va permettre d'exprimer ses besoins, et l'autre interlocuteur qui va reprendre, rebondir, exprimer d'autres besoins. L'idée, c'est un deal gagnant-gagnant, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple d'un problème de résolution avec un problème qui appartient à l'enfant. Donc, par exemple, scolarisée en école locale, ma fille de 7 ans doit en parallèle suivre certaines matières académiques en français avec le CNED. Donc ça, c'est la situation que connaissent beaucoup de familles expatriées et on sait combien c'est exigeant, lourd et difficile. Et pour tout le monde, parce que les emplois du temps sont chargés, il y a la rigueur des apprentissages et puis c'est pas très motivant toujours et il y a des dates butoirs à rendre avec des copies, des examens qui vont rajouter pas mal de pression. Donc, en fait, on prend le cas de cette petite fille de 7 ans qui commence par se démotiver, puis qui finit par refuser de se mettre à faire les devoirs demandés en s'opposant avec beaucoup de colère et beaucoup de rejet. Et en fait, elle est encore trop jeune pour arriver à intégrer le fait qu'elle fait cela pour elle, pour un but à moyen, long terme ou pour son avenir. Et en fait, moi, en tant que maman, même si j'essaie de lui expliquer ça, je vois bien qu'au niveau rationnel, elle n'est pas dans le préfrontal et qu'elle n'arrive pas à l'intégrer encore. L'émotion est trop forte. Donc, après une séance de refus et d'énervement, où tout le monde ressort épuisé et tendu, on va se poser ensemble et on va essayer de formuler clairement le problème. Donc, j'invite ma fille à essayer de verbaliser ses besoins contrariés dans cet apprentissage imposé et je l'écoute vraiment. Donc, je lui propose aussi de me montrer par des soupirs cet agacement ou cette colère qu'elle ressent. Ça permet de connecter le corps et l'esprit, de faire une décharge émotionnelle canalisée et de pouvoir basculer sur la mentalisation.
elle aura bien comprise dans son rejet de ce trop plein de devoirs, de ce manque de sens pour elle. Une fois qu'elle a bien déchargé sa frustration, elle peut ensuite passer à autre chose et activer sa pensée pour résoudre ce problème. Alors par des questions très ouvertes, mais toi, tu ferais comment? Et pour toi, quelles seraient les conditions idéales pour arriver à faire ces devoirs auxquels tu ne peux pas échapper? Je lui propose d'avancer des solutions réalistes et constructives qui pourraient nous aider tous à régler ce problème qui lui appartient, mais qui déteint sur toute la vie de famille. Donc d'un rejet total et très investi, très chargé émotionnellement, en fait, elle va arriver à se poser, à réfléchir et à énoncer qu'elle a bien envie de faire des petits bouts d'exercice régulièrement, peut-être répartis dans la semaine, pas trop long, et un seul jour du week-end pour avoir un jour du week-end sans français, sans devoir, sans cours. Et on peut faire ensuite, par exemple, un planning coloré qu'elle va décorer, qu'elle va colorier, où elle va pouvoir s'approprier ce timing décidé ensemble, avec aussi l'espace pour les petits sourires, ou les petits smileys, ou le petit signe de gratification pour dire que ça a été fait. Voilà, donc il y a plein d'autres problèmes auxquels nos enfants expats font face et qui sont vraiment pas toujours faciles. Je trouve qu'on leur demande beaucoup. Au bout du compte, ils sont souvent bien accompagnés par leurs parents, donc c'est tout bénéfice pour eux, mais ça fait des vies d'enfants souvent très, très, très chargées. Voilà, donc par rapport au thème de l'abus des écrans, on peut résoudre ces problèmes-là ensemble pour arriver à mettre l'enfant au cœur de cette thématique, de cette problématique. Parce qu'on sait, nous, aujourd'hui, que ça, passer trop de temps sur des écrans, ça fait des dommages dans le cerveau. Hein, je pense que dans 20 ans, on se dira, on a laissé nos enfants sur les écrans comme il y a 30 ans, on disait la cigarette, c'est pas si mauvais que ça. Non, en fait, nos enfants ont besoin d'être dehors, de bouger leur corps, d'être au contact de la nature. Et passer trop de temps sur des écrans, ça déséquilibre énormément de choses et c'est pas du tout recommandé. Voilà. Donc on peut effectivement résoudre ces problèmes qui sont très récurrents hein, de trop de temps passé sur les écrans en résolution de problèmes ensemble. Et enfin, la dernière chose, c'est l'exercice en outil. Vous pouvez, pour aider l'enfant à avoir le sentiment qu'il vit vraiment sa vie, qu'elle lui appartient, qu'elle est à lui, à l'initier à l'exercice de psychologie positive des gratitudes. Donc, pour les adultes, on parle de régulièrement avoir son petit carnet et n'importe quel moment dans la journée, le matin ou le soir, exprimer 3 choses pour lesquelles on sent de la reconnaissance ou de la gratitude. Mais par exemple, on peut tout simplement en famille commencer à l'heure du dîner où tout le monde se retrouve, chacun faire le tour de table et que chacun dise une chose pour laquelle il est plein de gratitude pour la journée qui vient de se passer. Ça peut être sympa. Et puis, ça peut aussi apprendre. On peut aussi inviter notre enfant à apprendre à faire ça le soir avant de s'endormir pour switcher au niveau des pensées et basculer sur quelque chose en fait qui nous fait du bien. Au niveau du cerveau, ça permet de couper avec des pensées négatives qui peuvent être ressassées et substituées et remplacées par des pensées qui vont éclairer d'autres zones du cerveau et notamment mettre en marche le circuit de la récompense pour ensuite créer des sécrétions dans le corps de dopamine, hein, de ce qu'on appelle l'hormone du bien-être, qu'on appelle quelquefois la récompense chimique. Une hormone qui va se sécréter quand on se sent bien, quand on a fait du sport, quand on est content de soi et quand on a aussi des pensées positives. Voilà, et la quatrième démarche que l'on peut faire ensemble, ça va être d'essayer au maximum de nourrir la confiance en soi de l'enfant. Parce que pour qu'il se sente en charge de sa vie, pour qu'il ait conscience de la conséquence de ses actes et s'en sentir vraiment responsable, il a besoin aussi de sentir en lui cette capacité à guider sa vie. Et pour cela, il doit arriver à développer une véritable relation de confiance entre lui et lui. Donc la confiance en soi, c'est se sentir capable de proposer autour de soi sa vision des choses, ses besoins, ses convictions, c'est s'imposer au monde. Et l'estime de soi, c'est encore une autre dynamique. C'est l'estime de soi, c'est avoir le sentiment
que l'on a d'être quelqu'un d'estimable, d'être quelqu'un de valable, d'être quelqu'un d'aimable. Et ça, elles peuvent être à 2 niveaux différents, elles sont équilibrées en permanence. Donc, cette confiance en soi, elle va se nourrir par l'expression de signes de reconnaissance qui vont être bien ajustés et qui vont nourrir l'image que l'enfant a de lui et de sa capacité. Donc l'enfant recherche toujours systématiquement les signes de reconnaissance de la part de ses parents d'abord et puis des autres après. Donc vous savez, ces signes de reconnaissance, donc ça a été développé par l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Ce sont des remarques, des paroles, des gestes qui vont exprimer à l'autre la prise en compte de sa présence et de sa personne. Et l'enfant a absolument besoin de ça pour se construire. Donc, ces signes de reconnaissance, ils peuvent être positifs ou négatifs, mais ils peuvent être aussi conditionnels, orientés vers le faire, l'être, et vers le faire et l'avoir, pardon, et inconditionnels, ils peuvent être orientés sur l'être. Donc, la démarche la plus constructive, c'est d'insister davantage sur des félicitations, des signes de reconnaissance argumentés, sur ce que l'enfant se donne la peine de bien faire. Donc en fait, c'est pas trop la peine d'insister sur, par exemple, des choses acquises d'emblée, alors son aspect physique ou ce qu'il réussit facilement, ses dons naturels, ses talents, ce qui est acquis d'emblée. C'est mieux quand même de pouvoir valoriser l'effort fourni en félicitant davantage la gestion de la frustration, les efforts, le travail, pour donner la notion pour donner à l'enfant l'envie de dépasser des choses, des défis, plutôt que valoriser le résultat. Et par exemple, lui dire bravo, je vois que tu as bien su faire attention à la consigne quand tu as fait cet exercice, tu as été attentif, tu n'es pas tombé dans le piège énoncé. Ça, par exemple, c'est un signe de reconnaissance conditionnelle positif qui porte sur le faire, et c'est positif. Pour faire évoluer son enfant aussi de façon hyper constructive, pour lui apprendre à changer quelque chose qu'il n'a pas bien fait, pour lui apprendre à apprendre de ses erreurs. Ça va permettre, on va pouvoir, lorsqu'il est aussi, quand il doit faire des efforts, qu'il doit s'accrocher, qu'il doit continuer, lorsqu'il est en situation d'échec, par exemple, on peut toujours allier un signe de reconnaissance inconditionnelle positif. Tu es une personne merveilleuse. Donc, ne jamais humilier, ne jamais descendre, dévaloriser un enfant, ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine, c'est complètement inutile. Donc, renforcer l'image et ce qu'il est en tant que personne de façon inconditionnelle, mais insister sur le conditionnel qui n'est pas bien. C'est-à-dire, tu es une personne merveilleuse, mais alors là, tu as vraiment fait une erreur, tu n'as vraiment pas fait le bon choix et tu t'es trompé. Ça va donner le sentiment de l'enfant qu'il est capable, qu'il s'est trompé, c'est un fait, c'est une constatation, mais ça ne va pas toucher ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et d'ailleurs, on peut apprendre à nos enfants à refuser les signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs qui vont toucher sur son être, à refuser à les recevoir et à se les donner à soi-même, c'est-à-dire que se dire, dans sa tête, tu es nul, ça ne sert à rien, c'est pas utile, donc je décide de ne pas le pratiquer et de ne pas le faire. Voilà. Gardez en tête aussi dans les outils, vous voyez le ratio de Losada, donc ça a été beaucoup utilisé en entreprise, mais utilisons-le avec nos enfants, c'est bien, donc profitons-en. En fait, le cerveau, il va... ok, notre cerveau, on vient des hommes préhistoriques et qui étaient en permanence en train de scanner l'environnement et de détecter la menace, notamment des prédateurs qui allaient nous manger, les tigres à dents de sabre, etc. Donc, l'environnement n'était pas très sécure, donc il fallait en permanence être sur ses gardes. Et donc, l'environnement était scanné en permanence, et ça, on le garde encore aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est au fond de nous, qui existe. Et lorsqu'on va détecter un danger, c'est l'amygdale qui va s'allumer et qui va envoyer des messages pour mobiliser le corps en situation de stress et notamment se mettre en alerte et acter en fonction de la menace détectée. Et en fait, spontanément, notre cerveau, il va s'accrocher spécialement sur ce qui est négatif parce qu'il se met en mode de survie. Et le ratio de Losada, ça nous permet de savoir que quand on dit quelque chose de négatif, auquel le cerveau va s'accrocher, va ressasser, pour rééquilibrer, il faudrait dire 3 choses positives, 3 énoncés positifs.
parce que on fonctionne comme ça, nous les êtres humains, on est ainsi. Voilà. Et l'autre piste encore qui renforce la confiance en soi de l'enfant, c'est insister sur la singularité de chacun et l'unicité de sa trajectoire de vie, c'est-à-dire reconnaître l'unicité de chaque enfant à travers des paroles, alors soit sur son histoire passée, son enfance, soit sur des constats factuels, soit sur une projection dans l'avenir, avec un élan positif vers la construction et la confiance. Il y a quelque part une place spéciale pour lui, pour éclairer ses qualités, pour briller. Et il va faire une différence dans le monde par sa présence à lui, autour de lui. En fait, en disant ces mots-là, on crée une spirale vertueuse, c'est-à-dire on peut lui dire, mais tu sais, tu vas réussir parce que tu auras su, tu auras découvert, tu auras compris ce qui te convient, dans quoi tu es bon, dans quel environnement ou quelles compétences tu réussis. Et parce que tu es bien adapté, parce que tu es bon là-dedans. Et donc, on peut lui apprendre, tel un détective, durant toute son enfance, son adolescence, à trouver cette place-là. Donc, ça, il faut être patient, ça prend du temps. Mais toujours insister sur l'unité, l'exclusivité, la singularité de son enfant. Et surtout, et notamment quand il y a des familles nombreuses, où chacun a sa place bien particulière et bien unique. Voilà, puis la dernière chose sur laquelle je vais terminer, c'est dans les outils, c'est le dernier outil, je suis ravie de terminer là-dessus, c'est la pratique de l'autocompassion. Donc là, c'est quelque chose hyper important qui est un peu mal perçu aujourd'hui à cause de notre éducation plutôt occidentale, mais c'est pas grave, on apprend et on évolue chaque jour autour de ça. Donc l'autocompassion, c'est aussi un moyen de développer sa confiance en soi. Donc, il s'agit d'une pratique de la pleine conscience qui apprend à se parler à soi-même gentiment, sans s'auto-juger ou se critiquer de façon tyrannique. Et donc, dans cette démarche, les pensées attentionnées envers soi vont nous permettre de développer ce lien unique où on apprend à être en fait son meilleur ami. Et il y a une connexion qui va se faire aussi avec l'humanité entière. On va apprendre à ne pas se sentir isolé, mais à se sentir dans nos défaillances, dans nos défauts, dans nos failles, dans ce qu'on ne réussit pas bien, à se sentir connecté avec notre part d'humain. Et également aussi dans une dynamique de pleine conscience, c'est-à-dire être éveillé, attentif, attentionné à ce qui se passe en nous. Et la pensée qu'on peut se répéter un peu comme un mantra, je fais le mieux possible en fonction de mes capacités et de mes limites d'être humain, ce qui rejoint une des pensées des accords Toltec, je fais de mon mieux et puis mon mieux il varie en fonction des moments de la journée, en fonction des journées, etc. C'est une phrase qui apprend à s'apaiser un peu dans un rapport à soi, tourner davantage vers la prise d'initiative et la réussite. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, dans cette démarche d'autocompassion, les difficultés et les échecs sont vus comme des opportunités d'apprentissage, comme une part de notre humanité, de nos limites d'être humain, et ça reste OK et ça passe. Donc, c'est Christine Neff qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'autocompassion. Il y a son livre « S'aimer » qui permet aussi de découvrir tout ça. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé. Je vous mets ici les pistes. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches sur Internet, à regarder tout ce que vous pouvez prendre de façon opportuniste. Vous avez le droit, vous êtes parents et vous souhaitez le mieux de ce qui est possible pour aider ces petits êtres que vous avez en charge à grandir et à devenir aussi des personnes qui vont être peut-être acteurs de changement, qui vont poser des actes, qui vont faire évoluer les choses. Et surtout nos enfants expats qui sont effectivement par rapport à dans un environnement avec énormément de stimulation et d'opportunités et de possibilités de développement et de croissance intérieure. Voilà. Au niveau des pistes, vous avez toutes ces infos, tous ces livres. On a la chance d'avoir de plus en plus de livres pour les enfants. Il y a Ulysse Petit Expat, il y a Élise 7 ans expatriée que j'ai mentionné auparavant. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir, c'est parti, on déménage, qui va être une série avec les Globetrotters, même pas peur. Il y a le journal d'une ado expatriée. Toutes ces pistes-là vont pouvoir vous aider, vous parents expats, à prendre en charge vos enfants.
Mais écoutez, on ne peut pas utiliser tous ces outils en permanence, donc piochez, utilisez-les, essayez, testez, partagez. Et moi, je suis là pour maintenant échanger avec vous et répondre à vos questions. Super, merci Adélaïde. Donc, question un peu vers la fin de ton intervention. Il y a eu pas mal de partages. D'abord, j'ai commencé par une question de Pauline qui partage avec nous que ils vont partir d'ici quelques mois dans un nouveau pays avec leur fille de 6 ans qui a beaucoup de mal à aborder le sujet donc, de l'expatriation sans être triste. Donc, elle évoque une séparation avec ses grands-parents, ses amis, avec même la maison en tant que telle, que c'est très dur pour elle. Donc, Pauline essaie donc de lui en parler, de l'aider à se projeter, mais ça reste dur. Et elle veut savoir si tu as des conseils à donner pour aider justement à la préparation, entre guillemets, mentale de sa petite fille de 6 ans. Oui, j'essaie de répondre de façon très 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 rapide et puis ensuite je sais qu'Émilie va mettre mon profil, vous pourrez me contacter pour plus de détails, mais vraiment voilà, il se joue 2 dynamiques psychiques quand on part en expatriation. Il y a la partie de se séparer, de quitter, d'abandonner, qui fait appel effectivement à des affects, c'est la perte, donc c'est la tristesse, et il y a la partie de découverte, d'installation, de nouveauté qui est très excitante. Et ces 2 moments dans le temps, ils vont s'entrechoquer, ils font partie de 2 moments différents. On peut passer par des moments de vagues, etc. Et donc, votre petite fille, apparemment, elle est en train de vivre plutôt le fait de prendre conscience de ce qu'elle va quitter, de ce qu'elle va, des personnes, des liens dont elle va devoir se séparer. Mais reprenez l'idée regardez le livre Élise, 7 ans expatriée, et reprenez l'idée du jardin secret, c'est-à-dire qu'elle va arriver à internaliser en elle toutes ces personnes qu'elle aime. Elle va apprendre à penser à elle et à se sentir, à substituer ce sentiment de perte et de fragilité en cette puissance intérieure, cette force de ses pensées qui vont pouvoir l'habiter, et ses grands-parents qu'elle va quitter, ils vont l'accompagner, elle pourra leur parler dans sa tête. Donc arriver c'est vraiment ça, donner à nos enfants la capacité qu'ils peuvent se créer un petit jardin secret, un petit monde interne, rien qu'à eux, qui leur appartient et dans lequel ils vont puiser. Également, valider tous ces sentiments de tristesse qu'elle exprime. Donc, reprenez une roue des émotions, regardez de quoi il s'agit autour de la tristesse, etc. Et validez-le. Dites-lui, mais je comprends combien c'est dur. Moi aussi, pour moi, c'est pas facile. Mais tu sais, on peut vivre les deux en non-exclusivité et coexistence. On peut être triste, mais on peut être très excité et très content aussi. Ça n'exclut pas l'un l'autre. On peut faire vivre ces 2 aspects en nous. Voilà, c'est très rapide comme réponse. Donc on prend une deuxième intervention d'Hélène qui parle de la question de la récompense. Ces enfants refusent de faire des choses s'ils n'ont pas de récompense. Donc ça c'est un mode de fonctionnement assez, j'ai envie de dire assez commun. Et donc elle dit que c'est effectivement pas raisonnable. Est-ce qu'il y a quelque chose, un mode de fonctionnement un peu à casser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Quel nouveau mode de fonctionnement mettre en place peut-être derrière? Oui, d'accord. Alors, oui, votre souci, là, il se met. Alors, je ne sais pas si vous faites référence, par exemple, notamment au système scolaire américain local où en fait les enfants n'arrêtent pas d'avoir des smileys dès qu'ils font la moindre chose, ils ont les stickers, ils ont les images, ils ont les trucs. Enfin, je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais c'est quelque chose que j'ai connu effectivement aux États-Unis, et au bout d'un moment, c'est effectivement, on trouve que c'est un peu de l'ordre du conditionnement, et on a envie de sortir nos enfants de ça et de leur offrir la chance de pouvoir mettre une intentionnalité avec un locus interne, c'est-à-dire arriver à savoir qu'ils font ça pour eux et non pour un objet extérieur. Je pense que invitez-les à dire oui, tu apprécies ça, mais tu sais que dans le fond, c'est un peu faux. Tu te racontes des histoires. Tu sais que tu vas faire ce que tu as à faire, ça va être pour toi. Et en même temps, le cerveau, suivant les âges, va pas être capable toujours d'aller au-delà de ça. Donc, il faut pas tomber dans le piège du conditionnement. Il faut arriver à utiliser effectivement ces objets de récompense de façon mesurée et leur donner la place qu'ils ont, mais arriver dans votre tête à vous en tant que parent à substituer une intentionnalité interne à l'enfant
et que petit à petit, il arrive à comprendre qu'il fait ça pour lui. Il travaille à l'école, pas pour avoir de bonnes notes pour papa et maman ou pour la maîtresse, mais pour lui. Et ça prend du temps. Donc, dans votre discours de fond, il peut être en permanence orienté vers ça, c'est-à-dire recentré sur les bénéfices pour sa vie à lui, pour son enfant à lui, pour lui dire, tu sais, moi j'ai déjà été à l'école, j'ai déjà fait ces exercices, donc maintenant c'est à toi de les faire, c'est pas à moi de le faire. Je te donne la responsabilité de ça sur ta vie à toi. Mais c'est super délicat et c'est pas évident, mais je pense que dans votre discours accompagnant global, vous allez pouvoir regarder ça. Regardez juste, faites des recherches, regardez le locus interne et le locus externe, c'est-à-dire l'idée d'apprendre à faire les choses pour soi et se sentir totalement accountable, responsable de ses actions, et non se dire que on va le faire pour une raison extérieure, pour avoir le sticker, le smiley, etc. Donc ça, c'est un cheminement. Soyez patiente, ça prend du temps. Je vais laisser les participants poser d'autres questions dans le chat. On a encore 5 minutes devant nous. Et j'en profite pour partager, pour ceux qui n'auraient pas lu, Sophie, qui est une des participantes, qui nous a parlé d'un jeu qu'elle joue avec ses enfants qui s'appelle Rose épine bourgeon. Je trouve que c'est une très jolie métaphore. Donc, c'est partagé une fois par jour, je pense en soirée, j'imagine, avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on qualifie de rose, qu'est-ce qui est l'épine, qu'est-ce qui est le bourgeon, rose étant quelque chose de positif, de bien dans la journée, l'épine étant la chose déplaisante et le bourgeon quelque chose qui est à venir en construction, donc qui encourage à aller vers de même. Je trouve que c'est très jolie métaphore. Voilà. Je vais laisser quelques minutes parce que le temps d'écrire dans le chat, je sais que parfois ça prend du temps. Donc voilà, si vous avez des questions, profitez-en. J'en profite aussi pour partager avec vous dans le chat un lien vers le profil direct d'Adélaïde. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec écrire vos questions dans le chat, ce qui est totalement acceptable, évidemment, on ne peut pas toujours parler de tout comme ça en public. Vous pouvez tout à fait écrire à Adélaïde directement. C'est personnel, ça arrive sur sa messagerie personnelle à elle. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, donc ça fait toujours des temps de silence, donc c'est toujours un peu étrange, mais je donne le temps. Oui, pas de souci. Je vais revenir sur la slide, Adélaïde, si tu me permets, où il y a la bibliographie. Oui, mais n'hésitez pas à les piocher, à les utiliser, à regarder tout ce qui est possible. Il y a des choses très bien faites. J'ai pas pu les mentionner toutes, mais il y a plein de choses très bien faites. Il y a le groupe Expat Parents, il y a Nancy Bonamy qui propose plein d'outils. Elle a écrit des articles très chouettes sur la pratique de l'éducation positive pour nos enfants expats. Utiliser toutes les ressources possibles qui sont à notre disposition pour tester et adapter ça en fonction de la dynamique de votre propre famille. J'ai Nine qui voudrait savoir, oui, effectivement, tout à l'heure, tu as parlé d'une technique qui est adaptée du monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux rappeler le nom de cette technique ? Il y a deux choses. Alors, il y a soit l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, qui est beaucoup utilisée aussi en entreprise, soit c'est le ratio de l'Osada aussi, qui est beaucoup utilisé, qui peut être utilisé en entreprise, c'est-à-dire arriver à toujours équilibrer une remarque négative avec 3 remarques positives, parce que le cerveau va coller sur ce qui est négatif, va le ressasser, et pour équilibrer les choses, il faut arriver à aborder, faire le ratio de 3-1. Voilà. Ok. Alors, j'ai une petite aparté de Pauline, donc qui dit qu'à l'inverse, son grand de 10 ans paraît aborder sereinement ce départ. Cela dit, il est souvent d'accord avec nous pour nous faire plaisir et nous avons du mal à lui faire exprimer ses sentiments. Que nous conseillez-vous pour qu'il se lâche sur ses émotions et ses ressentis? Oui, d'accord. D'accord, donc il est plus en surface, c'est-à-dire en acceptation, mais peut-être que ça bouillonne un peu derrière aussi, ou peut-être pas, peut-être qu'il est OK avec ça. Alors, effectivement, quand on part en expatriation comme ça, vraiment en famille, les parents, c'est la continuité, c'est la sécurité.
tant que les enfants ne sont pas encore capables d'intégrer ça par eux-mêmes. Et les parents par mimétisme sont des modèles pour leurs enfants, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous permettre par des messages jeux justement de dire je me sens maintenant là comme j'ai ce papier à remplir, je me sens un peu stressée, un peu inquiète, c'est de l'inconnu, je connais pas. Et puis quand vous êtes en train de ranger telle affaire, vous pouvez dire je ressens de la joie de me dire que je vais retrouver cet objet dans l'autre maison, à l'autre bout du monde où on va aller, etc. Et en fait, n'hésitez pas vous-même à vous proposer comme modèle pour vos enfants qui vont ensuite s'inspirer de vous et qui vont faire un peu comme vous en fait. Donc ça peut être ça. Et puis vous savez tous, en tant que parents, on a des moments de grâce avec nos enfants, c'est-à-dire il y a des moments où les enfants sont complètement fermés à tout échange. Et puis il y a des moments comme ça qui arrivent où l'enfant arrive hyper ouvert, ou lors d'une balade, ou lors d'une activité ensemble. Il y a ce moment de grâce qui arrive où l'enfant va s'ouvrir, il va pouvoir dire des choses et c'est là où il faut plonger dedans et y aller en termes d'attention et de reformulation, d'écoute active, etc. Et quelquefois, ça arrive une fois par semaine ou je sais pas, en fonction des enfants plutôt introvertis. C'est des moments qu'il faut capter comme ça, qu'il faut prendre et toujours effectivement essayer de l'inviter au maximum à s'ouvrir quand c'est possible et à dire et exprimer sa tristesse ou ses peurs ou ses craintes ou ses appréhensions ou ses joies, ses rêves, ses excitations. Tout ça, c'est OK. Donc, c'est plus peut-être être dans la réceptivité et avec des petites antennes, être à l'écoute de ce que l'enfant va exprimer ou pas, et lorsque c'est un bon moment de complicité ou d'échange qui s'ouvre à vous. Je vais prendre une dernière question d'Eduardo qui nous parle de l'apprentissage de 2 langues en fait. Comment on fait ça à la maison lorsqu'un des parents parle la langue locale, donc la langue qui est la nôtre, et que le deuxième parent parle français, donc qui n'est pas la langue du pays dans lequel on vit. Oui, c'est ce qu'on appelle langue dominante et langue dominée. Enfin, le livre est très très bien de Barbara Abdelila Bauer, le défi des enfants bilingues. Il est super ce livre, il explique plein de choses. Elle fait un très bon travail autour du bilinguisme ou multilinguisme. Et il y a toujours une langue dominante. Et il y a une autre langue ou, dans le cas de multilinguisme, d'autres langues. Alors, si je peux me permettre, on a beaucoup travaillé sur cette question à ETELMED avec les orthophonistes du réseau, parce que c'est plutôt du coup une spécificité de l'orthophonie, l'apprentissage de la langue. Et on a fait une webconférence il y a quelques mois à ce sujet-là avec une orthophoniste du réseau qui est une spécialiste du bilinguisme, qui s'appelle Domitilla Delaporte. Je vais partager, Eduardo, dans le chat le lien vers le replay de cette vidéo, parce qu'il y a plein d'outils hyper utiles quand on a des enfants bilingues à la maison ou qui ont à faire bilingue, voire trilingue, voire multilingue, parce qu'il y a aussi parfois la nounou qui parle une 3e langue. Enfin bon, c'est souvent beaucoup de langues. Voilà, je te mets le lien dans le chat. Je te conseille d'aller la regarder parce que je pense que ça va être très utile. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a toute l'atmosphère affective autour des langues, le pouvoir, la zone de que la langue couvre. Est-ce que c'est le moment des confidences? Est-ce que c'est le moment académique du savoir? Est-ce que c'est enfin, je pense que vous allez capter aussi avec des antennes quand l'enfant a envie de s'exprimer dans telle langue, en fonction du parent ou en fonction de la thématique et de l'ambiance proposée. Enfin, il y a des enjeux affectifs et émotionnels très chargés autour des langues. Et puis au niveau des parents, il faut être d'accord aussi. Reconnaître que quand la langue de l'autre est une langue moins pratiquée, ne pas hésiter de façon complice, enfin ensemble au niveau des 2 parents adultes, à valoriser l'autre dans sa langue qui est pas assez pratiquée et qui est pas assez vécue au quotidien par l'enfant. Mais oui, il y a plein d'outils aussi là-dessus. Et ouais, nos enfants expats sont souvent bilingues, hein. Donc, et ce qui est fantastique pour le cerveau, ce cerveau bilingue, il est magnifique. Enfin, c'est incroyable, c'est un atout. Avec
avec ces difficultés. Super. Ben, si tout le monde a fini de poser ses questions, je crois on va s'arrêter là. Très Ça fait bien. 1 heure qu'on est ensemble. Je vous remercie les participants d'avoir suivi jusqu'au bout. Je remercie bien sûr Adélaïde qui est toujours disponible pour animer ce genre de webconférence très utile pour les familles expatriées. Je me permets de mettre le lien vers notre plateforme de téléconsultation parce qu'à des moments, des petits outils comme ça suffit plus. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel, que ce soit sur notre site ou d'autres sites d'ailleurs. On n'est pas les seuls à proposer ce genre de suivi pour les expatriés. Voilà, ben je vous invite en tout dernier lieu, il y a un onglet sondage dans votre fenêtre de chat. Il y a 4 questions. On répond par oui ou par non, c'est très court. Et nous, ça nous aide à savoir, à nous améliorer et pour les prochains webinaires à venir, si vous pouvez, si vous êtes intéressé, nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adélaïde et à très Au bientôt. revoir, merci. Au revoir. Au revoir.